Alors, la France d'Emmanuel Macron est-elle désormais l'allié indéfectible de la République démocratique du Congo dans sa guerre, certes indirecte, contre le Rwanda dans le Nord Kivu? En tout cas, alors que le président Félix Tshisekedi était en voyage officiel à Paris, Emmanuel Macron a adressé un message de fermeté à Paul Kagame tout en engageant Kinshasa à se dissocier des FDLR. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR. Bien entendu, l'argent n'est jamais très loin. La visite de Félix Tshisekedi vient concrétiser un partenariat avec la multinationale française Alstom qui doit construire le train urbain de Kinshasa. Et dans ce pays, les mines ne sont jamais bien loin. La volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Et ce mécanisme que vous appelez de vos voeux, c'est celui que nous soutenons, celui qui permet de lutter efficacement contre les trafics pour tous les minéraux critiques, celui, par exemple, comparable au processus de Kimberley pour le diamant qui existe aujourd'hui. Alors, je donne la parole, dans un premier temps, au député congolais Aimé Pascal Mongo. D'abord, comment ça va dans votre province de Mai-Ndombe, qui a connu des troubles assez sérieux ces derniers mois? Oui, dans la province de Mai-Ndombe, ça va relativement bien. En fait, il y a toujours cette réalité des Mobondo. C'est-à-dire En fait, c'est une milice qui insécurise la population de Mai-Ndombe, précisément dans le territoire du Kwamout. Mais sinon, le chef d'État... Sachant que cette province se trouve à l'ouest et non à l'est du pays. Cette province se trouve à l'ouest du pays et cette situation s'est fait remarquer à partir de l'arrivée massive des éleveurs en provenance de pays voisins, dans le Rwanda, avec leur bétail. Et depuis lors, l'insécurité a commencé à gangréner la province de Mai-Ndombe, avec des tueries qui sont similaires à ce qui se passe à l'Est. Les gens sont décapités. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Et ben voilà, le gouvernement essaie de travailler, de mettre les bouchées doubles pour essayer de trouver la solution et surtout redonner la paix, n'est-ce pas, à la province de Mai-Ndombe. Alors, j'ajoute que vous êtes un député proche de la mouvance présidentielle de Félix Tshisekedi, même si vous n'êtes pas de l'UDPS. Alors, quel bilan faites-vous de cette visite officielle du président Tshisekedi à Paris? Quelque chose de sérieux s'est-il passé? Bien avant cela, je suis en train de dénoncer ce qui s'est passé au même moment que le chef d'État était en tête-à-tête à l'Élysée. La région de Rubaya est passée sous le contrôle du M23, soutenu par les Rwandais. Et pour rappel, Rubaya, c'est la région qui contient la plus grande réserve mondiale des coltans avec lesquels l'on fabrique tous ces smartphones. Et donc, c'est vraiment un comportement à déplorer. Au-delà du fait qu'il y a eu cet engagement ferme de la France, je pense qu'il est important de dire aujourd'hui haut et fort que trop c'est trop et la cause du Congo étant juste, il est important que ceci s'arrête. Ben, ça montre aussi qu'au-delà du balai diplomatique, il y a des réalités sur le terrain.
il y a des réalités sur le terrain aujourd'hui qui s'apparentent un peu à un mépris à l'endroit du président français, un mépris du Rwanda, parce que le président français a pris l'engagement d'utiliser, il a même utilisé un ton très ferme vis-à-vis du Rwanda, mais que voilà, au même moment, cette région passe sous le contrôle du M23 soutenu par les Rwandais, c'est quand même un affront. Mais c'est encourageant tout ce qu'il y a eu comme balai diplomatique, des grandes résolutions qui en découlaient, donc c'est très important. C'est une grande avancée et je pense que la RDC va toujours continuer à demander à la France d'intervenir de manière efficace. Parce que nous savons tous que le Rwanda, jusque-là, a été soutenu par la France. Alors, Fabrice, on est loin de la mauvaise humeur qui a souvent caractérisé les relations entre Paris et Kinshasa. Ça n'a pas toujours été simple entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Oui, on se souvient par exemple de la passe d'armes de mars 2023, il me semble, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, où il y avait eu effectivement une petite tension sur les mots qu'avait employé le président français en parlant de compromis à l'africaine. Bon, pour évoquer les élections. Pour évoquer les élections, effectivement. Et au-delà de ces tensions qu'il y a pu avoir, moi, je suis surtout interloqué par le fait que on est sur des postures. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que le président Tshisekedi soit est un petit peu naïf, soit ne sait pas à qui il a affaire, parce qu'on nous parle d'une plateforme de traçabilité, par exemple, des minerais. Moi, je pense que c'est la question centrale aujourd'hui. On va évoquer ça dans un second temps, mais dans un premier temps, je voulais qu'on évoque quand même la question sécuritaire et C'est lié, tout est lié pour moi. Tout est lié parce que aujourd'hui, on ne peut pas tracer l'origine des minerais quand on sait que la plupart des réserves de mines sont contrôlées par des groupes armés, dont le M23. Donc, je pense que tout est lié, que ce soit la question sécuritaire ou celle des minerais. Et parler aujourd'hui de plateforme de traçabilité, c'est un peu, faire des plans sur la comète sans évidemment considérer que sur le terrain, la situation est très compliquée. Pour parler de la situation sécuritaire, la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu, est toujours en danger, menacée par le M23. Mais tu dis que Tshisekedi ne sait pas à qui il a affaire. Tu penses que Emmanuel Macron continue de jouer un double jeu ? Évidemment qu'il continue de jouer double jeu. Il suffit de prendre des faits. En février dernier, l'Union européenne a signé un accord de coopération avec le Rwanda sur la question des minerais. Un accord d'ailleurs qui a été dénoncé, il me semble, par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Et la Belgique aussi. L'Union européenne, enfin, on parle de tous les pays de l'Union européenne, la Belgique y compris. Comment peut-on prétendre vouloir lutter contre ce qui se passe avec plus que des faisceaux d'indices concernant l'implication rwandaise dans le soutien au M23? Comment peut-on prétendre lutter contre cette avancée du M23 et en même temps signer des partenariats sur des minerais que ne possède pas le Rwanda? Le risque que ces minerais soient volés, subtilisés à la RDC, à l'est de la RDC, par des miliciens qui sont contrôlés depuis Kigali est immense. Donc aujourd'hui, venir nous parler de ton ferme, de volonté d'en finir avec le M23, c'est de l'hypocrisie. Juste pour terminer là-dessus, au même mois de février dernier, l'Union européenne a aboli ce qu'on appelle le devoir de vigilance sur le suivi, en quelque sorte, de l'origine de l'exploitation minière. Le devoir de vigilance imposait, par exemple, sur la question du travail des enfants. Je rappelle que 40 000 enfants sont concernés par le travail des enfants dans les mines illégales ou légales d'ailleurs en RDC, à l'est de la RDC. Ce devoir de vigilance a été aboli à l'initiative de Paris, de Rome et de Berlin. Donc les trois pays qui sont censés mettre la question des droits de l'homme, de l'écologie en avant,
ouvre totalement le champ à une surexploitation de ce qui se passe à l'est de la RDC. Transition écologique oblige, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'au nom de la transition écologique, on va encore plus permettre une surexploitation violente des ressources du Congo. Alors Brigitte Améganvi, est-ce que c'est la perspective de gros profits économiques en RDC qui au final fait basculer, peut-être parce que Fabrice n'y croit pas vraiment, qui fait basculer la France? Alstom était déjà dans les gros marchés des trains urbains d'Abidjan et de Dakar, et Alstom prépare avec les autorités congolaises et des partenaires financiers un train urbain à Kinshasa. On imagine que c'est énorme, surtout avec les perspectives démographiques de cette grande cité. Absolument. Mais je dirais deux choses. En préalable, je dirais que je suis atterrée que les conflits africains, alors que l'Union africaine existe, qu'on est en train d'essayer d'évoluer vers une zone économique africaine, se règle à Paris. Je suis bouleversée. Et je constate que nous sommes progressivement en train de donner l'Afrique comme un terrain de jeu de la nouvelle guerre froide qui est en train de s'installer. À partir de ce moment-là, effectivement, chaque pays, chaque regroupement, chaque région essaye de tirer son épingle du jeu en faisant avancer son industrie, etc. Et pour terminer, je donnerai comme exemple que l'on essaye de développer l'Afrique avec des technologies qui ne sont pas les nôtres, etc. C'est tout à fait normal. C'est exactement de la même manière que la Chine a procédé il y a 30 ans. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a planifié son développement. Elle a convoqué les grands groupes qui avaient telle ou telle technologie, elle les a mises en concurrence, elle a signé des contrats, des accords de licence en payant la technologie, et à partir de là, la Chine s'est développée, et la Chine est aujourd'hui l'usine du monde entier. C'est un exemple qu'on peut méditer. D'ailleurs, sur les mots, juste pour ajouter quelque chose, c'est assez drôle de voir que le président Tshisekedi dit « c'est un risque que j'assume ». Le fait de faire confiance à Emmanuel Macron, de compter, il dit « on peut compter sur la France, c'est un risque que j'assume ». Mais pourquoi c'est un risque? Il y a une espèce de paradoxe. C'est un message ambigu. Oui, effectivement, c'est un risque parce que c'est quand même le président de la RDC. Et là, il traduit exactement l'expression de la population congolaise qui, depuis un certain temps, commence à développer un sentiment anti-français, pour autant que les Congolais et les Congolaises estiment que la France est trop proche du Rwanda, qui fait mal quand même au Congo. Et donc ces sentiments anti-français risquent, si le président se rallie trop à la France, de jouer sur son pouvoir. Voilà. Alors, Niagalé, est-ce qu'on peut considérer que Emmanuel Macron est vraiment engagé aux côtés de la RDC d'un point de vue stratégique, militaire et stratégique? Et est-ce qu'il est finalement... C'est pas un problème qu'une puissance étrangère cartographie les richesses minières d'un pays aussi important dans le monde. D'ailleurs, peut-être qu'on peut aussi considérer que, prenant acte du fait que la RDC devient un enjeu global pour toute la planète, la France s'impliquera plus et puis, quelque part, gagnera de l'argent contre cette protection, vu l'immensité des réserves et du potentiel économique de la RDC, qui est sans pareil en Afrique. Alors, plusieurs éléments dans la question qui est très, très riche. D'abord, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la RDC d'un côté et du Rwanda de l'autre. On est face à une diplomatie mondiale d'Emmanuel Macron qui cherche à concilier des positions de camps opposés partout. On l'a très bien vu à l'occasion de l'Ukraine, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qui, en adoptant des positions qui sont absolument intenables. Donc ne voyons pas, une fois de plus, dans cette position de la France ou d'Emmanuel Macron, quelque chose de spécifique à l'Afrique. Je pense que c'est très, très important de en même temps diplomatique. C'est un en même temps diplomatique qui correspond en effet à un en même temps de politique
intérieure, qui, à mon avis, contribue beaucoup à la perte d'influence du pays, de toute façon, hein, sur la scène mondiale. Donc ça, je pense que c'est très important. D'autre part, moi, ce qui me frappe, c'est que on se retrouve finalement dans une problématique qui est très proche pour la région des Grands Lacs de ce qu'elle était à la fin des années 90. Cette fameuse question du scandale géologique, hein, dont on parlait à l'époque, incarné par le Zaïre, devenu entre-temps RDC, n'a absolument rien de nouveau. Hein, vraiment, si on se replonge sur ce contexte dans les années 90 et dans ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que ce débat autour des ressources n'a absolument pas évolué finalement et est absolument le même. Et ça interroge beaucoup sur la façon dont les élites nationales ont réussi à se réapproprier cette question-là. Non, on voit qu'elle reste largement dans des stratégies d'extraversion toujours. Et vous mentionniez l'Union africaine, c'est un échec absolument patent, malheureusement, que celui de cette organisation qui, là encore, pardon, je suis une internationaliste, donc je renvoie toujours à la scène internationale, mais qui renvoie à cet effondrement du multilatéralisme partout, à commencer au niveau des Nations Unies, qui fait que ces enceintes qui étaient censées avoir mis sur pied des instruments collectifs de gestion des conflits se sont avérés incapables de véritablement les mobiliser. Mais il y a aussi des éléments qui rappellent les années 90. Le rôle des sociétés militaires privées est très intéressant à RDC. Et cette fois-ci, on ne parle pas de Wagner du tout, parce qu'aujourd'hui, l'incarnation de la société militaire privée serait Wagner devenu Africa Corp, alors qu'à mon avis, on est justement avec cet acteur... Alors, je vais citer, il y a des sociétés militaires privées roumaines, françaises, absolument, chinoises. Donc on voit très bien qu'on est face à une nouvelle problématique, et contrairement au cas de Wagner Africa Corps, les liens avec les États dont la plupart des personnels sont ressortissants, n'existent pas ou peu. Hein, alors que Olivier Bazin, c'est quand même... C'est un ancien gendarme, mais je ne pense pas qu'il existe formellement des liens, comme il peut en exister, entre le Kremlin et l'Africa Corps aujourd'hui, ou comme il en a pu exister aussi au moment de Wagner. Il ne faut quand même pas oublier que les forces de Wagner, au Sahel notamment, ont été déployées par des avions du ministère des Affaires étrangères russe. On n'est quand même absolument pas dans ce cas de figure-là. Et ça démontre aujourd'hui la nécessité de réfléchir de nouveau à ce que sont l'ensemble de ces acteurs privés qui côtoient beaucoup, de manière informelle mais néanmoins publique, assumée, des acteurs aussi divers que la MONUSCO, par exemple, que les forces de la SADC, que les états-majors aussi de l'État congolais lui-même. Ça interroge quand même beaucoup aussi sur le type de gestion des conflits de la région, et sans aller à l'exemple ONI de Executive Outcomes, donc cette fameuse société militaire privée sud-africaine blanche, qui a beaucoup sévi à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a vraiment, à mon avis, un travail à engager de la part des États africains, j'y insiste, puisque ce sont eux qui recourent à ces sociétés. C'est pas la France là qui a dit à Gémira d'aller intervenir à son profit comme un proxy. Je ne le pense pas. Enfin, peut-être pas... quand même. Non, il doit quand même avoir plus des champs d'information avec lui qu'avec... En termes de renseignement, oui, mais je ne pense pas qu'elle ait été mandatée de manière aussi explicite. En tout cas, il y a une réflexion à avoir avant tout de la part des États africains eux-mêmes qui recourent à ces différentes sociétés pour davantage organiser, réguler le recours à ces acteurs étrangers. Alors, monsieur le député... Je vais juste réagir un peu par rapport à ce que dit... Yagali Bakayoko. Fabrice, oui, bien sûr, par rapport à la naïveté du président Félix. Moi, je dirais que le président Félix n'est pas du tout naïf. Il fait prévaloir la diplomatie. C'est ça, d'ailleurs, ce qu'il a amené ici en France. Et bien, en même temps aussi, l'armée s'organise pour que les teams recours soit la guerre.
Et donc, d'un côté, il fait prévaloir la diplomatie. Et nous savons qu'avec la diplomatie, ça peut préserver des vies humaines, n'est-ce pas? Si nous sommes en face des gens qui sont encore rationnels. Malheureusement, nous sommes en face d'un État, je dirais, voyou, l'État rwandais avec son régime. Mais le président fait confiance à la diplomatie. Il fait vraiment confiance à la diplomatie. Et la France a un rôle très capital à jouer au niveau de la RDC. Pour la rappel, France qui est membre du Conseil de sécurité bien sûr, membre du Conseil de sécurité. Et c'est d'ailleurs grâce à la France que le moratoire qui pesait sur la RDC, sur les armes, n'est-ce pas? C'est grâce à la France que cela a été levé. Et donc la France, si elle joue bien son rôle, pourra aider la RDC à pouvoir avancer dans son conflit avec... en plus, peut-être qu'elle y gagne quelque chose, puisque justement, il y a un Français qui est un des fournisseurs des armes congolaises désormais, donc c'est la société Olivier Bazin. Fabrice. Juste, je comprends ce que vous dites, mais je pense que du moment où on n'obtient pas certaines garanties, et notamment des sanctions, on peut comprendre que l'État rwandais, en fait, n'est pas du tout ostracisé. La preuve, on l'a vu là, il y a quelques semaines, il était capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. Alors, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, mais il est capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. En fait, globalement, je veux dire, on pêche pour déporter des migrants avec une compensation financière. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans l'analyse qu'on pose sur ce qui se passe en RDC et à l'Est en particulier, on pêche par naïveté. Pour moi, c'est d'abord une guerre du capitalisme moderne. Emmanuel Macron est un produit du capitalisme moderne. C'est quelqu'un qui a toujours, et l'expérience, les faits le montrent, a toujours mis le business, l'intérêt libéral, néolibéral en avant. Et penser que Paul Kagame est totalement exclu parce que Emmanuel Macron tient un discours de fermeté sans, encore une fois, aucune garantie concrète de sanctions, ça se rapproche pour moi un petit peu de la naïveté. Maintenant, vous avez raison de dire qu'il y a d'autres mesures qui sont en place. Si l'affrontement direct devait se faire contre le Rwanda, je pense que l'État congolais a déjà montré qu'il était prêt. Maintenant, est-ce qu'on regarde la question dans son ensemble ? Quid des rivalités avec l'Ouganda, le Burundi, la présence chinoise aussi qui vampirise beaucoup ce secteur. Il y a énormément de choses, des entreprises, des intérêts des sociétés privées. On parlait des sociétés militaires, mais les sociétés militaires protègent des intérêts commerciaux, économiques. Ça, c'est le fond du sujet qui ne sera pas terminé seulement en allant combattre le Rwanda, je trouve. Alors, Brigitte Améganvi, on parle beaucoup des États, mais on parle très peu des principales bénéficiaires de tous ces minerais du Congo, c'est-à-dire les multinationales. Le président Tshisekedi a évoqué Apple qui, justement, achète ces minerais pour faire nos téléphones, etc., auprès de sociétés qui agissent avec le Rwanda. Mais finalement, même quand on parlera de sanctions, on va toujours sanctionner les États, mais on ne sanctionne pas les grandes entreprises, puisqu'en réalité, ces grandes entreprises sont au cœur de la fameuse transition écologique dont on nous parle en Occident. Donc, la RDC est-elle le sacrifice ultime pour alimenter la transition écologique et surtout la concurrence sur l'électrique contre l'Occident et la Chine? Oui, absolument. Ce sera la RDC, mais pas que. Si on retourne au Sahel aussi, il y a effectivement, le monde a besoin de plus en plus de lithium. Ces ressources-là existent en RDC, mais aussi au Sahel. Amérique latine, on a mis entre parenthèses pour le moment parce que les gisements sont beaucoup plus faciles d'accès en Afrique, tout simplement par défaut de gouvernance. Et donc, oui, nos pays seront de plus en plus sacrifiés sur l'autel de cette transition écologique. 70% de la production mondiale de cobalt annuelle, la production annuelle mondiale vient de la RDC. Ça donne un petit peu pays trop riche. Le ton. Le mot de la fin de ce dossier, je le laisse au député Aimé Pascal Mongo. On a vu que sur Gaza, sur la Palestine, les campus américains, les jeunesses occidentales
contrarient en fait les diplomaties de leur pays en réclamant la justice. Quel message vous auriez à passer à ces jeunesses-là aujourd'hui à propos de votre pays qui est déchiré, mangé, cannibalisé par le capitalisme mondial? Très bien. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord revenir sur... parce que Fabrice m'a vraiment intéressé avec son intervention. Effectivement, Fabrice a raison, mais il est aussi important de rappeler que les Congolaises et Congolais sont debout. Ça, c'est très important. Et toutes ces manœuvres qui sont faites à gauche, à droite, vont finir par s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est tout difficile de pouvoir aujourd'hui se dire ça sera facile de balkaniser le pays. À partir du moment où les Congolaises et Congolais sont déterminés à pouvoir préserver et sauvegarder l'intégrité du territoire, et les Congolais encouragent le président de la République à pouvoir, n'est-ce pas, consolider la diplomatie en même temps que l'armée se prépare. Et je veux aussi rappeler que nous sommes dans un monde multipolaire aujourd'hui. Le BRICS est aussi en train de lorgner la RDC. Et il appartient maintenant aux amis occidentaux de pouvoir être très prudents. Très prudents. Ce qu'ils ont vécu en Afrique de l'Ouest, s'ils ne prennent garde, des risques aussi d'arriver en RDC. Alors, s'agissant de la jeunesse palestinienne, vous avez dit ? La jeunesse occidentale qui se met aux côtés de la Palestine, ce qui a une importance. On voit monter dans la diaspora en Europe les cris du Congo, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore assez entendus. Quel message vous avez pour cette jeunesse européenne avide de justice et qui... Je voudrais vraiment encourager cette jeunesse occidentale et européenne à pouvoir interpeller les dirigeants de leur pays. Parce qu'en fait, le comportement des dirigeants occidentaux aujourd'hui risque, n'est-ce pas, d'influer sur leur devenir. Et je suis en face d'une jeunesse qui prend conscience. Et j'espère vraiment que la seule bonne façon de prendre conscience, c'est de sanctionner les dirigeants qui ne permettent pas que, n'est-ce pas, les relations entre pays, notamment africains et occidentaux, puissent, n'est-ce pas, se raffermir. Et donc j'encourage cette jeunesse et je les invite aussi à pouvoir, n'est-ce pas, plaider avec des pressions pour que finalement la paix revienne en RDC, en poussant les dirigeants à sanctionner de manière claire le Rwanda. Et c'est seulement de cette façon-là que le Congo, qui est aujourd'hui le pays solution pour le monde, n'est-ce pas, pourra, n'est-ce pas, être fier d'avoir une jeunesse européenne occidentale mieux aguerrie. Une jeunesse qui ne doit pas oublier que son mode de vie est alimenté, notamment son mode de vie numérique, TikTok, Facebook, WhatsApp, le téléphone, Netflix, c'est aux dépens du Congo. Des adultes aussi, hein, pas que des jeunes. Hein. Bon, plus les jeunes quand même que les adultes. La jeunesse, c'est des 17 ans, 77 ans. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et Franck, merci, on va vous laisser, monsieur le député. Franck Totti, journaliste indépendant, va nous rejoindre.